Eh bien, bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux avec les problèmes de métro, etc. Gérard va nous rejoindre. On n'a pas fait de gros slides aujourd'hui. Donc on va avoir deux talks différents avec trois Lyonnais. Ça c'est pas mal. Pas Lyonnais? Ah, j'ai cru que c'était Lyonnais, excuse-moi, parce que j'avais vu ça quelque part, donc j'avais mis trois Lyonnais. Je suis désolé. Bref, On n'est pas lyonnais ni l'un ni l'autre. toi non plus? Ouest lyonnais. Ouais. Moi, je suis dans l'Est lyonnais. Ah, bon, ok. Donc voilà, merci d'être venu. Grand Est et Grand Je Est. vais enchaîner. Donc on est toujours en recherche de sponsors. Si jamais votre boîte cherche à sponsoriser, n'hésitez pas à nous contacter. Donc team@lonjug, mais on aura l'adresse un peu plus tard. Donc merci à nos partenaires, donc Zenica pour la salle, IntelliJ pour la licence. Il ne faudra pas que j'oublie à vous faire gagner les licences. Prochain talk, donc normalement en juin, on va avoir Marie-Alice Blett qui va refaire son talk qu'elle a joué au Mixit et au Devox. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, ça sera l'occasion. Donc c'est sur ChatGPT, etc. Elle évite, elle va débroussailler un petit peu ça, elle rentre pas trop dans le buzzword, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, si vous avez des sujets, alors, potentiellement en septembre on est déjà pris, mais à partir d'octobre, n'hésitez pas à proposer des sujets. Donc voilà, on laisse à l'adresse du Meetup. Vous pouvez nous pinguer sur Twitter à l'adresse Team Lyonjug, et puis sinon vous avez l'adresse du coup du site internet. Alors il manquera un HTTPS, mais voilà, donc les deux talks de ce soir. Bah non, en fait, non. Parce que moi, je parle pas une deuxième fois. Personnellement. Comme je disais, on a fait les slides un petit peu à l'arrache. Donc ce sera Benjamin Mathieu. Je vais pas te faire qui crachoir fera pendant 2 heures. C'est ça, hein? Non, Mathieu Lucas, putain. C'est moi. Mathieu. Non, Ouais. oui, c'est ce qui me Ou semble. alors, on aurait fait très fort. Hein. Qui présentera du coup Primitive Obsession après. Voilà. Et ben je leur laisse la parole. Et oui, donc on se retrouvera après pour les bières. Alors fais attention à pas. Non, pas par là. Vérifier que ça- C'est bon, c'est bon. C'est bon. Allez. Il faut juste que je récupère ma souris. Et là. Bonjour. Bonsoir. Hein. Vas-y. Donc, on va vous parler un petit peu de l'éthique dans le domaine de l'IT. Parce que souvent, quand on arrive à un certain âge, voire à un âge certain, on parle de crise de la quarantaine, crise de conscience et autres, on se dit, est-ce que ce que je fais a du sens? Ça, c'est la question qui revient souvent pour certaines personnes, pas pour tout le monde, bien entendu, mais la recherche de sens arrive souvent. Et on s'est dit, bah nous, vu qu'on est vieux, on va pouvoir vous parler de ce qu'on a vu, ce qu'on a traversé. Comme ça, on va transmettre aux générations à venir toute l'expérience accumulée. Donc, pour commencer, on va se présenter. Moi, je suis Benjamin Dovissa, je suis développeur Java chez Adeline, une petite société qui est spécialisée dans les moteurs de recherche. Je suis également podcasteur et je tweete de temps en temps de manière plus ou moins compulsive. Voilà, donc moi, c'est Benjamin Marron. Je suis lead développeur dans la société Renfracis qui est à Rieux. Je me ferai un plaisir de vous expliquer ce qu'on fait pendant qu'on boit un coup tout à l'heure. Sinon, ça va prendre toute la séance. Ou vous venez à un prochain talk que je présenterai ce qu'on fait. Et voilà, je suis aussi sur Twitter. Je tweete beaucoup moins que Benjamin. Donc c'est facile, il y a un Benjamin et un Benjamin. Pour nous différencier, c'est facile. Il y en a un qui a de la barbe et... Non. Il y en a un qui a des lunettes. Non plus. Il y en a un qui fait de la moto. Non plus. Toujours pas. Il y en a un qui développe en... Non, Qui fait du bon, Java. enfin, non, il y a deux Benjamins. Quoi. Voilà. Il y en a un qui pèse lourd. Ça marche. Quoi? Bon, non. Même pas. Même pas sûr. Donc, quand Benjamin, il m'a dit, j'ai une idée de talk, mais je ne veux pas y aller tout seul. Je fais, bon, ok, et tu veux parler de quoi? Et donc, il me présente ce sujet. Il me dit, j'aimerais bien parler de l'éthique dans l'IT. Et là, tout de suite, moi, ça m'a fait tilt. Et j'ai repensé à une keynote d'ouverture de Mixit en 2007,
qui est faite par Guillaume Champeau, qui est en ligne, vous pouvez aller la voir, et où il nous présente, pour ceux qui, et vous, je ne sais pas si vous êtes au courant, il existe un guide d'éthique et déontologique de l'ingénieur logiciel, validé par l'I3E et d'autres organismes. Ce n'est pas le but ce soir de vous présenter ce guide déontologique et de faire beaucoup de choses là-dessus, mais sachez que ça existe, allez le lire, c'est très intéressant. Allez voir sa conf, elle est hyper intéressante aussi. Et voilà. Donc, on va commencer par évoquer des objets de la vie courante. Couteau de cuisine, un marteau, un crayon, une batte de baseball, un savon, des chaussettes. Quel rapport entre tous ces objets? Et tout ça, ça peut être très vite des armes. Si vous connaissez John Wick, vous savez ce qu'on peut faire. Il Voilà. faut avoir certains rêves. John Wick peut faire beaucoup de dégâts avec un putain de crayon. Voilà. Ce qui veut dire que les objets de la vie courante peuvent être détournés. Avant, je vais dire, on n'est pas nombreux, donc n'hésitez pas à nous interrompre si vous avez des questions, des réactions vis-à-vis des slides ou des choses comme ça. On peut faire beaucoup plus interactif que s'il y avait 200 personnes dans la salle. Donc voilà. Il me semble que j'ai entendu des trucs. Voilà. Comment faire une arme avec une chaussette et du savon? Bah, on met le savon dans la chaussette, ça fait une massue. Tout bêtement. Je vous ai dit que ça allait être pointu. Hein. Exactement. Donc tout ça pour montrer que des objets de la vie courante peuvent devenir des armes par destination. Développer une application, c'est créer un objet de la vie quotidienne pour les gens qui vont l'utiliser. Et de nombreux objets peuvent devenir dangereux par destination s'ils sont mal utilisés ou si on choisit de mal les utiliser. Donc notre idée, c'était un petit peu de vous donner quelques exemples de mauvaise utilisation de ce que nous, on peut sortir de nos claviers. C'est des exemples qui sont tirés de nos expériences, qui à nous deux commencent à déjà faire un bon bout de temps. Ah bah, je suis sûr que vous en avez aussi certainement rencontré. On sera prêt à en discuter. Je crois qu'avant la réforme des retraites, si on cumule nos expériences, on peut partir à la retraite. Oh, largement, oui. Maintenant, il nous faut encore quelques années. Même pas sûr. Donc, quelques exemples. Donc, par exemple, vous bossez dans une mutuelle. C'est bien la mutuelle parce que c'est... On va dire que c'est quelque chose de social, ça permet d'avoir plus de remboursement de la Sécu. Et puis on vous dit, ah mais ce serait bien qu'en fait, on puisse définir des règles de remboursement personnalisées en fonction du client. Éthique, pas éthique. À vous de voir. Moi, c'est un petit peu... quelque part, ça fait un peu... vulgaire, ça fait un peu chier parce que du coup, celui qui a les moyens d'avoir une bonne couverture, du coup, il peut se payer et on peut lui offrir, si tu veux, c'est au plus offrant, quoi. Alors que, en fait, moi, je considère qu'une mutuelle, elle devrait offrir le même niveau de garantie à tout le monde. C'est-à-dire qu'on sait, on arrive, on a un tableau de garantie et on sait ce qui nous rembourse. Alors que là, en fait, non, c'est venez, dites-nous combien vous êtes prêt à payer et nous, on vous dira ce qu'on vous rembourse. Beaucoup plus touchy, indiquer l'ethnie dans les listes électorales. Ça, c'est tiré de mon expérience perso. On avait un client qui était une mairie d'un certain bord politique, non cité, qui nous avait demandé de connaître pour chaque électeur, parce que c'est la liste de citoyens la plus poussée qu'on ait dans une mairie, pour chaque électeur, savoir de quelle couleur ils sont, d'où ils viennent, ce qu'ils font comme prière, ce genre de choses. Donc en France, c'est formellement interdit. Ce qui est totalement interdit, donc il a fallu leur opposer la CNIL pour leur dire que non, c'est illégal. Mais ils nous l'ont demandé. Ah voilà, alors est-ce que c'est éthique de bosser dans la finance? De faire du fast trading, des choses comme ça? Parce que moi j'y ai bossé pendant 10 ans, hein, je sais de quoi je parle. Et au bout d'un moment, je suis parti parce que en fait, le seul but de ce que je développais au quotidien, c'était juste de faire gagner encore plus d'argent à des gens qui sont déjà riches, quoi. C'est de faire devenir riches les gens qui sont déjà riches. Et ça, à un moment donné, je faisais un grand écart entre la techno qui était plutôt pas trop pourrie, et par contre,
C'était en conflit avec mes convictions de bosser pour faire ça, en fait. On a quelques fabricants d'armes en France, Dassault, Thales, qui font autre chose que des armes. Thales est aussi une ESN. Mais au final, on travaille pour un fabricant d'armes. Est-ce que ça peut vous gêner ou non? Il faut voir si on arrive à vivre avec. Moi, j'ai travaillé vraiment très proche de Thales, et il y a des jours, je me demandais, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oui. Les deux. Les deux. C'est les deux. C'est soit on va rapporter de l'argent qui peut potentiellement être réinvesti dans des armes, soit on bosse directement sur Un système d'armement. système d'armement. Moi, j'avais discuté avec un développeur de chez, c'était Thales, qui m'expliquait qu'ils avaient développé tout un OS pour les avions de chasse. Et c'était du code qui était capable de se réécrire tout seul pour ne jamais planter. Parce qu'il faut que quand ils sont en mission, quand ils sont en plein combat, il n'y ait pas un plantage. C'est normal. Mais alors, techniquement, c'est un défi qui est génial à relever. Mais la finalité, c'est d'équiper un avion de chasse. C'est d'équiper un avion de chasse. Voilà, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Alors après, on peut aussi se dire que ce qui commence dans l'armement pourra plus tard être répercuté dans le civil et servir dans le civil. C'est également une possibilité. Mais le but premier à la base, c'est de tirer des missiles depuis les airs. Ou d'observer, si on est gentil. Alors pareil, bosser dans une ancienne de grande distribution, dans le frais, principalement dans le frais. Et dans le frais, ils ont une éthique un peu particulière, c'est que si vous recevez une palette de barquettes de fraises, il y a quelqu'un qui va contrôler la qualité, et s'il y a une barquette qui n'est pas bonne, et ben en fait, ils rejettent soit la palette, soit carrément toute la livraison, aux frais du producteur. C'est-à-dire que le producteur n'est pas payé, et c'est même lui qui doit payer pour que ses fraises soient avec les... Donc ça, au niveau éthique, déjà, au niveau gaspillage, c'est pas terrible. Et puis au niveau, on dit qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs en France. Quand on comprend ce genre de choses, voilà, c'est compliqué. C'est-à-dire que nous, l'unité minimum pour rejeter une commande, c'était la palette. Il n'y avait pas le niveau en dessous. Dans les systèmes embarqués dans les voitures, on a parlé il y a quelques années du Dieselgate chez Volkswagen, qui faisait en sorte que le mélange de carburant soit modifié au moment du contrôle technique, pour que la voiture pollue moins au moment du contrôle technique que dans son utilisation quotidienne. Après, c'est pareil, techniquement, ça doit être super intéressant à coder, parce que la voiture arrivait à détecter que les conditions de roulage et régime moteur, etc., c'était pas une utilisation normale, c'était une utilisation parce qu'on était très certainement en train de faire des tests. Et donc, du coup, elle basculait en mode anti-pollution. Alors, ça n'a pas été super bien codé, parce qu'ils se sont fait gauler quand ils se sont rendus compte, quand ils faisaient 2 accélérations successives, la deuxième polluait beaucoup plus. Ils se sont quand même fait gauler, bien sûr, mais... Le contrôleur se chantait après la première accélération. Alors ça, c'est pareil, c'est pas arrivé à moi, c'est arrivé à des collègues qui ont bossé pour une agence d'intérim. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, etc. Ils géraient leurs fiches d'annonces avec des fiches Bristol, en fait. Et donc, on leur avait demandé d'informatiser tout ça. Donc, ils ont commencé à regarder comment étaient faites les fiches, machin, etc. Et à un moment, sur une fiche, 2, 3, et ils ont vu une notion BBR. Donc, ils ont demandé au responsable, c'est quoi BBR? Et on leur a dit, c'est bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge, en gros, je vois qu'il y a quelqu'un qui hoche la tête. Il a tout de suite compris. C'est que on veut des travailleurs bien de chez nous. Donc, comment on traduit ça? On ne peut pas mettre une case à cocher BBR parce que ça va se voir, quoi. Clairement. Mais bon, il peut y avoir une zone de saisie libre. Hein. Et puis, on peut mettre cette mention dans la zone de saisie libre. C'est difficile, beaucoup plus difficile à contrôler. Et il faut mettre en place une recherche sur la zone de saisie.
Voilà, après, il faut avoir un beau moteur de recherche, Elasticsearch ou autre. Mais ça, ça fait du mal, quoi, quand on voit ça. Alors, je vous parle il y a longtemps, hein. Je croise les doigts en me disant que ça n'est plus possible aujourd'hui. Travailler pour un régime politique totalitaire. Ça m'est arrivé il y a quelque temps de devoir travailler pour le Qatar, qui externalise beaucoup de choses, notamment les stations pétrolières, au niveau de l'exploitation informatique et de la maintenance. Et là où ça a commencé à me piquer, c'est que vu leur politique vis-à-vis des minorités sexuelles, en gros, ma fille, elle finira en tôle. Donc ça me touchait personnellement. Enfin, sur la minorité tout court. Oui, les minorités en général, mais voilà. Moi, ça m'a touché sur ce point-là, parce que c'est toujours comme ça, en fait. Oui. Tant que ça n'est pas concerné, tant qu'on n'a fait pas un peu d'empathie, ça peut encore aller. Quand on se dit « je pourrais être touché personnellement par ces gens-là », tout de suite, on s'identifie et on a beaucoup plus de mal. Des questions, hein. Voilà. Ça, c'est tous les réseaux sociaux. Voilà, Facebook, etc. Qui vont collecter vos données. Et tout ça, c'est codé forcément derrière avec des algorithmes plus ou moins perfectionnés, plus ou moins performants. Et il y a non seulement la collecte, mais aussi la revente. C'est-à-dire, ça va être le packaging de ces données personnelles, les mettre en forme, les trier éventuellement. J'imagine, là je spécule, mais je pense qu'ils doivent être capables de sortir un fichier femmes plus de 40 ans, j'imagine. Voilà, vraiment, oui. Donc voilà, il y a tous ces traitements-là qui sont à mettre en place sans que forcément les personnes contenues dans les fichiers ne soient mises au courant. Et dans le deuxième temps, on va voir la modération qui est de plus en plus reléguée à des IA. On parle beaucoup des IA en ce moment. Il y a quelques exemples récents de modération qui n'ont pas été comprises. Par exemple, il y a une jeune femme qui s'appelle Florie Marie, qui est la porte-parole d'un parti politique qui s'appelle le Parti Pirate. Elle a fait une série de tweets pour évoquer le harcèlement sexuel dont elle a fait l'objet au cours de sa vie. Son compte a été suspendu. Et il a fallu, je crois, 15 jours de mobilisation de hashtag FreeFlorie pour que son compte revienne. Elle n'a rien fait d'illégal. Mais son compte a été suspendu parce qu'il y a des gens qui ont été vexés par ce qu'elle a dit, qui ont signalé, et l'IA derrière a considéré que c'était quelque chose de répréhensible, à sabrer dedans. Meta, donc Facebook, Insta, etc., essayer de mettre une photo de femme allaitante. Il y a une chance sur deux pour qu'elle soit censurée aussi. Il y a une vidéo qui est passée il y a quelque temps de l'IA Instagram pour reconnaître la nudité avec un pourcentage d'offense. Donc ils ont pris un homme torse nu, le pourcentage d'offense était à 10%. Il a attrapé un soutien-gorge, l'a tenu devant lui, le pourcentage est monté à 90%. Voilà. Marcy serait là, elle nous dirait qu'il y a plein d'autres biais derrière, etc. Mais voilà. Nous, on n'est pas là pour parler de ça, on est parlé ici. Voilà. Personnellement, moi, ça m'est arrivé un jour, j'ai signalé un message qui appelait explicitement à brûler une certaine catégorie de l'humanité. Au bout de 45 minutes, Twitter m'a répondu « on voit pas le problème ». C'était avant le rachat par Elon Musk. Je précise quand même. Mais voilà, donc on a des IA qui sont entraînées, et il y a des fois on se demande comment elles sont entraînées, parce que l'IA en elle-même ne va pas décider, c'est la manière dont on l'entraîne qui va amener à ce genre de comportement. Voilà, alors ça parlera peut-être, parce qu'on est quand même dans un berceau on va dire, de pharmacopée controversée. Voilà, vous avez les laboratoires Boiron, si vous n'avez pas peur de prendre du sucre pour vous guérir, on peut travailler pour les laboratoires Boiron. Vous pouvez, pour Servier par exemple, qui a fait le Mediator, qui a entraîné des décès en pagaille, je pense qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres, mais ceux-là sont les deux plus pointés actuellement. Voilà. Donc pareil, vous avez aussi le problème de vous dire, qu'est-ce que je fais avec ça ?
Personnellement, on m'a dit, tu vas aller bosser pour les laboratoires Servier 1 an après que mon témoin de mariage soit mort à cause du Mediator. Là, il y a un moment, ça coince. On verra tout à l'heure. Clairement. On verra tout à l'heure ce qu'on peut, voilà ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? La première réponse, c'est rien. Rien, pourquoi? Parce qu'on a besoin de manger. Il faut bien toucher un salaire à la fin du mois. On ne peut pas être militant tout le temps, toute sa vie. Il y a bien des moments, il faut payer les factures. Les gens peuvent avoir des accidents de la vie qui font qu'ils vont avoir besoin de simplement de rentrer de l'argent pour vivre, tout bêtement. Après, nous, on vous a exposé des situations qui nous ont paru non éthiques ou manquant cruellement de sens. Mais après, le curseur de chacun est à un niveau différent. Et ce que nous, on ne considère pas super éthique, il y en a peut-être certains qui vont être moins gênés avec ces aspects-là. Donc voilà, on continue. On n'est pas là pour vous dire ce qu'il faut faire non plus. On vous explique, nous, ce qu'on a vu. Mais il est tout à fait acceptable. Quelqu'un qui va bosser dans l'avionique chez Dassault, il va s'éclater. Excusez, le challenge technique, il est énorme. Ouais. Et il va faire abstraction de l'utilisation finale du truc, quoi. C'est ça. Et puis après, il y a autant de cas que de personnes. Exactement. Je pense, on n'est pas là pour donner des leçons, absolument pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on a parlé, le titre, c'est un peu hacker le système. Nous, on a dû développer une application sur tablette pour les structures d'accueil de petite enfance. D'accord. Donc, les personnels sur la tablette peuvent cocher qui arrive, à quelle heure il arrive, etc., à quelle heure il est reparti, qui est venu le chercher, est-ce qu'il a mangé, etc., etc. Et ben, du coup, on a désactivé le Wi-Fi sur la tablette. Ça a impliqué d'autres trucs, c'est-à-dire qu'en fin de journée, il fallait qu'il branche la tablette sur un PC pour récupérer les données du jour, etc. Mais au moins, il n'y avait pas de Wi-Fi dans la crèche. On sait qu'il y a Donc, c'est des choses qu'on peut faire, qu'on peut proposer. C'est super éthique de bosser pour une crèche, d'accord, mais il y a quelques aspects où on peut quand même avoir la main dessus et dire on propose ça. C'est ça. Il y a des parents qui vont être sensibles aux ondes. Donc là, on leur montre qu'on fait aussi quelque chose pour protéger les enfants. Refuser certains clients. Ça peut être fait à plusieurs niveaux. Si votre société a un point de vue éthique, elle peut refuser des clients. Ça s'est vu. Mais on parle souvent des ESN comme les grands méchants loups. Il y en a quand même qui sont humains. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire clairement, ce client-là, c'est non. Et on m'a dit, OK, on te met ailleurs. Donc on peut discuter. Alors je l'ai dit moins violemment que ça, quand même. J'ai argumenté également. Mais on peut discuter avec les managers, avec les chefs de projet en disant, ça me gêne. Éthiquement, j'ai du mal. Et souvent, on peut trouver une autre solution, une autre mission, quelque chose d'autre. J'ai même eu une boîte qui était prête à me recruter. Je leur ai dit, je refuse certains clients. Et là, ils m'ont dit, OK, là, on ne peut pas te garantir qu'on ne t'enverra pas chez eux, qu'on va s'arrêter là. On s'est quittés bons amis, on a joué tous franc jeu. Et voilà. Mais au moins, il y a eu la transparence de ce choix. Pareil pour moi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, par exemple, on peut faciliter la vie des gens en écrivant des applis pour des gens qui sont sur le terrain et leur faire saisir directement leur compte-rendu d'intervention sur le terrain plutôt qu'après leur journée, leurs 7 ou 8 heures passées sur la dépanneuse ou à réparer des chaudières ou des choses comme ça, ils sont obligés de rentrer au bureau, de prendre tout leur carnet à souche sur lequel ils ont marqué tout ce qu'ils ont fait et de ressaisir ça au bureau. Donc ça, quelque part, c'est éthique, ça évite d'avoir un carnet à souche, double saisie, et c'est sympa pour les dépanneurs. C'est les petits gestes du quotidien qui facilitent la vie. Voilà. Il y a les logiciels qu'on appelle la GMAO, la gestion de maintenance assistée par ordinateur. Un des plus connus en France, c'est celui qui est édité par IBM, qui s'appelle Maximo. Et le fait d'informatiser la maintenance va permettre d'avoir des équipements qui vont durer plus longtemps, parce que le maintenance est mieux suivi. Et ils ont même lancé de la maintenance prédictive. C'est-à-dire qu'ils sont capables de dire attention, tel équipement
vu tout ce qui s'est passé sur les X dernières années, il y a va falloir 80% de remplacer, chances que dans l'année à venir, ils lâchent. Voilà, Et leur taux de réussite est impressionnant. tout à fait. Tu as cité Maximo de chez IBM. Il faut savoir qu'en région lyonnaise, il y a un très beau produit de GMAO qui est édité par Berger-Levrault, anciennement Carl Software, et qui fait aussi très bien le job et qui sont très très bons typique. Ça, c'est vraiment des choses, si vous travaillez pas dans une SN, mais dans une boîte où il y a justement du matériel, des choses comme ça peut être vraiment intéressant de pousser, si vous ne l'avez pas encore, à ce que la boîte utilise un logiciel de GMAO pour éviter tout ce qui est obsolescence plus ou moins programmée. Et la maintenance prédictive, c'est vraiment hyper intéressant à coder pour y avoir travaillé. Et c'est vraiment très très intéressant aussi en termes de vision sur quel équipement je vais devoir changer et à quelle échéance. Ouais. Et Maximo est même allé plus loin. Ils ont intégré, en plus de leur GMAO maintenant, la détection d'accidents sur le personnel avec des IoT. C'est-à-dire ils font des chaussures connectées qui vont détecter les chutes. Ils ont, alors, c'est pas forcément une bonne pratique, mais ils ont des gens qui vont intervenir sur des pylônes tout seuls. Si la personne tombe du pylône, son équipement va avertir les secours automatiquement avec géoloc, etc. S'il prend une châtaigne en touchant une ligne électrique, pareil. Ils peuvent avoir des moniteurs cardiaques, si on voit que le cœur s'arrête, pareil, envoi des secours, etc. C'est vrai que tout ce qui est IoT, ça a vraiment énormément changé cette partie-là, parce que c'est les équipements eux-mêmes qui peuvent dire attention, je suis en train de fatiguer, ou les messages qu'il envoie, ils sont plus super bons, enfin voilà. Donc c'est vraiment intéressant. Et attention, il y a toujours le double usage. C'est bien beau de pouvoir localiser quelqu'un qui fait une crise cardiaque, mais si on s'en sert pour le fliquer à longueur de journée pour voir quand est-ce qu'il fait une pause, on est d'accord. On tombe dans l'excès inverse. Donc il y a toujours le double usage des produits. C'était le problème qu'on a eu sur le logiciel de saisie des dépanneurs, c'est qu'effectivement, du coup, on a besoin de savoir où ils sont pour pouvoir dire c'est telle chaudière, tel modèle de chaudière, donc tu peux télécharger en avance le guide d'entretien, etc. Donc, mais du coup, il est quelque part C'est ça. suivi. Si vraiment vous n'arrivez pas à vous accorder avec votre employeur, vous pouvez aussi en changer. Alors ça, c'est un confort. Tout le monde ne peut pas, ça dépend de l'expérience, forcément, mais en ce moment, le marché est plutôt propice. Ouais. Si vraiment vous avez envie de changer parce que les valeurs ne vous correspondent pas, c'est possible en ce moment. Aujourd'hui, pour moi qui ai commencé à bosser au siècle dernier, on a vraiment changé de paradigme, c'est-à-dire que nous, salariés, on a vraiment un poids énorme comparé à il y a une vingtaine d'années, où il y avait beaucoup plus de chômage et de choses comme ça, et on avait beaucoup moins de poids. Donc là, vraiment, on a vraiment un gros levier et on peut vraiment jouer là-dessus. Si vous ne vous sentez pas bien dans votre boîte, pour des raisons éthiques ou autres, il y a clairement beaucoup de possibilités de changement. On peut travailler dans l'industrie, travailler dans le tertiaire, parce que du coup, ce qu'on fait, ça a vraiment du sens. Alors, pas les industries de l'armement, comme on a parlé tout à l'heure, mais sur des infrastructures de transport. Moi, par exemple, en Fracis, on sécurise les infrastructures de transport type tunnel autoroutier. Donc, on installe des équipements, on les supervise, etc. L'idée, c'est d'éviter un Mont Blanc bis. Je ne sais pas si vous vous souvenez tous de ce qui s'est passé dans le tunnel du Mont Blanc il y a quelques années. Une trentaine d'années. Ouais, il y a un camion qui s'est mis à brûler au milieu du tunnel du Mont Blanc. Ils ont mis 56 heures à l'éteindre. Et il y a 39 morts, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, ça a été compliqué. Du coup, ça a entraîné beaucoup de choses par la suite. D'où la nécessité d'améliorer les équipements et les méthodes pour superviser ces équipements-là. Et du coup, moi, ça a vraiment redonné un sens à mon activité. J'ai fait de l'ESN, j'ai fait de la finance, j'ai fait de la banque assurance, etc. Et là, travailler dans l'industrie, ça change ma perception du boulot. On peut aussi avoir une petite conscience écologique sur le matériel. Voilà, on n'est pas obligé de faire les geeks et changer, de vouloir toujours le dernier MacBook ou autre.
D'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est que tous nos outils électroniques, quels qu'ils soient, ils utilisent plein de métaux compliqués et on se dit, ah oui, les terres rares, machin, etc. Sauf qu'aujourd'hui, il y a vraiment, par exemple, là, le cuivre, il est vraiment tendu. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément de la terre rare qui va manquer, on risque de manquer de cuivre avant de manquer de terre rare. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on découvre encore des gisements de terres rares ou autres, mais on va vraiment, potentiellement, on peut manquer très rapidement de cuivre, et sans cuivre, on ne fait pas grand-chose. Donc, au moment de changer son smartphone, on peut regarder peut-être du côté des smartphones éthiques, type Fairphone et autres. On peut demander à changer son PC au boulot que tous les 4 ou 5 ans plutôt que tous les 2 ans. Voilà. Individuellement, en dehors du boulot, individuellement, vis-à-vis de notre consommation de l'IT, on a moyen de faire quelque chose. Surtout qu'on a tendance à consommer plus que la moyenne de la population. Voilà. Après, s'il y en a qui étaient à MixIT, ils se souviennent d'une conf entre midi et de premier ou de deuxième jour qui expliquait comment ces minéraux et matériaux-là, ils sont exploités. Là aussi, en fait, en ayant une utilisation raisonnée de nos outils électroniques, finalement, on agit. On peut même agir sur la manière dont sont extraits ces ressources-là. Donc, si besoin, vous avez le QR code pour accéder à l'étude. On vous donne les sources quand même. Voilà. On peut également choisir ces outils, histoire de mieux travailler, c'est-à-dire d'avoir des outils qui vont consommer moins d'énergie. On n'arrête pas de nous dire qu'il faut faire des économies d'énergie en ce moment. Par exemple, si on regarde la visio. Voilà, tout le monde est sur Discord. Discord, c'est un puits terrible. En termes de visio, Discord, on ne peut pas dire que ce soit une référence. Effectivement. Voilà, Microsoft est bien meilleur, par exemple, ce qui est fou. Vous avez des alternatives françaises. Big Blue Button, il me semble que c'est une boîte française qui fait ça très bien. Comme son nom l'indique. Oui, comme son nom l'indique, n'est-ce pas. Donc là, on parle des outils de visio. On a parlé tout à l'heure de tout ce qui était collecte, de données perso, machin, etc. Aujourd'hui, il y a des alternatives à Google et Bing en termes de moteurs de recherche. Il y a DuckDuckGo qui trace rien du tout. Et puis, vous avez des moteurs qui sont un peu plus confidentiels, type Ecosia et autres. Quand vous faites une recherche, ils replantent des arbres ou ils essaient d'avoir une approche un peu plus décarbonée ou écologique derrière. Ils savent que ce qu'ils font, ça consomme. Mais du coup, quand vous faites une recherche, je sais plus, je crois que c'est Ecosia, ils calculent un nombre de gouttes et quand vous faites une recherche, il y a une goutte qui va et du coup, voilà. Ils ont des moyens de décarboner ça. Et même en développant, c'est-à-dire si vous utilisez Spring, par exemple, en ce moment, on est au jug. Il y a une petite concurrence qui commence à vraiment grandir au niveau de Spring, c'est Quarkus. Le dernier angle de Quarkus, c'est de dire que nos applis sont plus rapides, donc vont consommer moins d'énergie, qu'on soit en natif ou dans la JVM. Au final, c'est leur chiffre. Quarkus est donc plus économe si vous faites tourner ça sur le cloud que si vous utilisez du Spring. Voilà. Je vais le tester, ça. Une appli, un conteneur ou un truc comme ça qui démarre en moins d'un dixième de seconde comparé à une qui démarre en peut-être 9-10 secondes sur un Spring. C'est ça. Tu multiplies ça par 1000 pods, voilà. Ça fait l'énergie. Ça fait tout de suite de la conso CPU en moins. Hein. Alors, contrairement à ce que je croyais, à Devox, il y avait une conférence d'une demoiselle de chez Red Hat qui nous expliquait qu'en termes d'économie d'énergie, la compilation native était moins efficace que la JVM. J'aurais cru le contraire. Très honnêtement, quand elle m'a dit ça, moi j'étais assis, j'ai pris un petit coup. J'aurais vraiment cru que la compilation native serait plus performante, mais non. Donc, mais bon, je pense qu'ils travaillent pour inverser la tendance. Mais donc c'est quelque chose à voir sur ce point-là. Voilà. Il y a un moyen rigolo, c'est de détourner les actions, parce qu'on parle de hacker le système. Si on ne peut rien faire de tout le reste, ou en complément,
Détourner les moyens, c'est quoi? C'est demander à son employeur de participer à des conférences et venir vous raconter comment on peut hacker le système, par exemple. Ça va être de vous investir dans l'associatif, vous investir dans le libre. Votre employeur vous paye et cet argent permet d'utiliser son temps libre comme on le veut. Et rien n'empêche, pour nettoyer sa conscience, de faire des choses avec ce temps libre et cet argent qu'on ne fait pas au boulot, pour compenser, tout simplement. Exactement. Donc, il y a plein de manières pour pouvoir se regarder plus facilement dans la glace le matin en fonction de ce qu'on fait. Après, il y a des gens qui n'ont aucun problème avec la glace tous les matins, ils se regardent, ils se trouvent beaux, ils partent bosser. Mais voilà, si ça vous arrive de tiquer un petit peu sur certaines choses, il y a plein de solutions sur ce qu'on peut faire vis-à-vis de l'éthique. Voilà. C'est un mot qui est souvent galvaudé, mais qui finalement est quand même utile. Voilà. Aujourd'hui, là, c'était l'éthique dans l'IT. On a surtout abordé le cadre pro, dans tous les exemples qu'on a donnés et tout ce qu'on pouvait faire. Mais effectivement, l'IT, je ne veux pas trop m'avancer, mais je pense que nous tous, aujourd'hui, on y est tous les jours. C'est-à-dire que même quand on n'est pas au boulot, on est soit devant notre PC, soit devant notre téléphone, soit devant notre télé sur Netflix ou autre, soit sur les trois en même temps. Donc, je veux dire, on a on a quelques moyens d'action en dehors du taf pour retrouver un peu de sens et se dire que malgré tout, on a une utilisation, on va dire, raisonnée de l'IT. Voilà. Donc, en vous remerciant, si vous avez des questions, on se fera une joie de vous donner des réponses, si on peut. Ou pas, ou un échange, simplement, des échanges d'expérience, des choses comme ça. Voilà. Merci de nous avoir occupés, en tout cas. Il faut toujours quelqu'un pour lancer la première question. Allez, courage. C'est pas une question, c'est juste sur relatif. La notion de éthique ou pas éthique, bien ou mal. On prenait l'exemple de l'armement, par exemple. On sait que objectivement, il y aura des morts, par exemple, l'utilisation de ces objets. Pareil, comment est-ce qu'on se met en perspective? Ce que je suis en train de faire, je fais pour des avions de chasse, par exemple. Est-ce que c'est dans l'intérêt du pays de défendre ou est-ce que c'est pour les revendre à d'autres pays qui vont faire un mauvais usage? On est d'accord? Oui. Non, mais c'est une vraie. Il y a d'autres aussi. Voilà, c'est. Attends, je répète la question pour le micro, quand même. Donc la question, c'est comment choisir son éthique, par exemple, dans l'armement, en se disant, est-ce qu'on travaille pour, par exemple, défendre ou pour attaquer? Est-ce qu'on va faire partie des belligérants hostiles ou simplement de ceux qui se défendent? Et dans ce cas-là, si on est là pour se défendre, que ce soit pour défendre son pays ou un pays allié, effectivement, moralement, ça se défend tout de suite beaucoup plus. Effectivement, on peut pas... comment dire, le monde n'est pas noir et blanc. Malheureusement, on essaie de nous le faire croire très souvent, t'es gentil, t'es méchant, t'es conspi, t'es pas conspi, etc. Mais c'est tout en nuances. On le voit, et si vous creusez un petit peu dans ce genre de marché, il y a des grands discours politiques et autres où on nous dit notre industrie armement est très bien et on ne vendra jamais ces technos-là ou notre armement à certains pays parce qu'on sait très bien qu'ils en feront un mauvais usage. Mais dans les faits, sur le terrain, on s'aperçoit que ces pays-là utilisent ce que nous on produit comme armes. C'est-à-dire que on leur vend peut-être pas directement, effectivement, mais malgré tout, ça peut se retourner contre nos soldats qui vont se retrouver confrontés ou simplement un pays qui était considéré comme allié devient un agresseur. On en a l'exemple en Russie actuellement. Il y a 20 ans, il n'y a pas grand monde qui voyait la Russie comme un grand méchant. On le voyait que c'était un régime autoritaire, mais on ne se disait pas ils vont se mettre à attaquer tout le monde. Donc à l'époque, il y avait encore des relations à peu près cordiales entre les pays. Poutine avait signé un traité
d'arrêt des armes nucléaires avec W. Bush. Maintenant, il commence à dire que si on commence à trop l'embêter, il va nous lâcher un missile hypersonique. Voilà, il a un peu changé de discours entre-temps. Les gens changent, et les pays aussi, leurs dirigeants aussi. Donc un pays autrefois ami peut changer. Donc dans tous les cas, effectivement, soit on leur vend directement et après ça se retourne contre nous, soit il y a plusieurs revendeurs en cours de route et on finit toujours Tout par retrouver. Nous, on change. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous paraissent complètement non éthiques aujourd'hui et qui, il y a 25 ans, ne choquaient absolument personne. C'était normal. Donc, les mentalités évoluent et du coup, cette perception-là de est-ce que ça a du sens, est-ce que ça n'a pas du sens, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ce que je fais, ça va évoluer en même temps que nous, en fait, et les mentalités globales de la population. Un exemple, c'est par exemple la représentation féminine dans notre société. C'était quoi? C'est il y a 20 ans, je crois que c'était Audi qui avait fait une pub, c'est il a la voiture, il aura la femme. Voilà. Vas-y, tentez-la aujourd'hui, celle-là. Bon courage. Voilà, c'est ça. Donc, il y a vraiment une évolution globale de toutes ces perceptions-là sur lesquelles on était peut-être moins aware il y a 20 Et ans. d'un autre côté, c'est plutôt encourageant, parce que ça veut dire qu'on est capable d'évoluer relativement vite. Oui. Donc, à part WinDev, oui, ils aiment bien les filles en maillot de bain pour vendre des logiciels. Bon, C'est ça. On ne change pas une équipe qui gagne. Hein. bah si, ils ont changé l'équipe de mannequins par contre, parce que c'est toujours des filles de 20 ans. Oui. C'est vrai. Mais voilà, WinDev, on peut rien. Il paraît, on leur a demandé et ils ont dit, c'est pour inciter les femmes à développer. Voilà. C'est pour votre bien. Je peux paraphraser Audiard. Bon, les cons osent tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. C'est pour votre bien. Voilà. À vous. Mais voilà, donc les choses évoluent et on peut avoir un peu d'espoir quand même. Et voilà. D'autres remarques, questions? Oui? Au quotidien, qui pourrait avoir le plus d'impact possible pour essayer d'arranger les choses selon votre expérience, même de manière globale. Alors, quelles actions au quotidien on pourrait faire dans nos secteurs pour arranger les choses? Alors, moi, de mon expérience, en fait, à partir du moment où les applis qu'on demandait de développer, il y avait une notion de rentabilité, mais dans le logiciel lui-même. D'accord? Typiquement, les logiciels de bourse, il faut faire gagner encore un peu plus d'argent à ceux qui en ont déjà beaucoup. C'est des choses comme ça. Moi, je ne me sentais pas super bien là. Par contre, sur des applis où il n'y a aucune notion de rentabilité, sécuriser des infrastructures de transport, faire une appli pour l'accueil en crèche, des choses comme ça. À partir du moment où on rend juste un service en fait à l'utilisateur final et à la population plus globalement, moi le fait de basculer de cette partie assurance, finance, etc. à des choses plus orientées vers le service finalement et moins sur la rentabilité, ça change beaucoup. Ça a beaucoup changé ma vision de voir le métier. Moi, à un moment donné, j'étais prêt à changer carrément de voie. Je vais avoir deux exemples. Le premier, c'est quand on est dans une structure qui travaille la semaine et qui s'arrête le week-end, pourquoi les VM et les serveurs continuent à tourner le week-end? Qu'est-ce que ça coûterait de les arrêter le vendredi à 20h et de les rallumer le lundi à 6h? Histoire que ce soit prêt quand tout le monde arrive. Sauf s'il y a des astreintes, évidemment. Mais arrêter ce qui se tourne pour rien tout le week-end, les jours fériés, etc. Là, on ferait déjà des économies d'énergie. Et le pire, c'est que on peut même le vendre en disant mais ça va faire baisser la facture d'électricité. Tout le monde est gagnant. Mais il y a des gens qui ont encore du mal avec. Et le deuxième exemple qui est beaucoup plus perso, j'avais présenté au JUG il y a quelques temps une appli que j'avais développée pour les collègues. La boîte où j'étais, pour saisir les tickets resto, c'était un fichier Excel partagé pour 100 personnes, avec verrouillage à chaque fois qu'il y en a un qui se connecte.
Donc j'avais passé 4 week-ends, j'avais fait une appli en Spring et en Vadin pour faire une saisie de tickets resto. Et mes collègues étaient plus zen et ils sont venus me remercier. Et rien que le merci des collègues, mais j'étais juste content. C'est avoir en tête le besoin de l'utilisateur, pas forcément un besoin exprimé, essayer de deviner un besoin qu'il n'a pas exprimé, parce que des fois il se dit bon bah c'est comme ça, puis tant pis. Mais on peut quand même essayer de faire quelque chose, d'arranger les choses, de lui proposer quelque chose qui fait qu'au lieu de tenter 25 fois de se connecter au fichier, de passer 10 minutes à saisir son truc, à la fin, ça lui prenait grosso modo 1 minute 30. Donc il gagnait en stress, il gagnait en temps, bah, tout le monde est gagnant à ce niveau-là. Et après, la société où j'étais a été, le patron a été sympa. Je lui ai dit, j'ai fait ça pour les salariés, ça t'intéresse? Il m'a fait, ouais, on le met en place. On l'a mis en place. Donc c'est cool, il y a une reconnaissance du boulot fait. Le patron qui allonge un peu de temps, donc d'argent, pour que je travaille en interne sur le truc, et les collègues qui sont heureux. Tout bénef. Au quotidien, on est au jus. Voilà, si vous utilisez Spring, par exemple, on a tendance à utiliser les Spring Starter tout bout de champ. Sauf que dans Spring Starter, on va avoir besoin que 2 libs dans tout Spring Starter. Pour une appli qui fait globalement rien, un create, read, update, delete de base, on a tout de suite une appli qui est très lourde. D'accord? Et on dit, mais c'est pas grave, on mettra 2 gigas à la JVM. Moi, quand j'ai commencé, quand il y avait 256 mégas à la JVM, c'était déjà une grosse JVM. Oh, le vieux. Non, mais. Et il y a plein d'applis qui tourneraient sur 256 si tu gardes en tête au moment où tu codes que ben, ouais, c'est facile au début, mais après tu peux très facilement avec Maven par exemple savoir les libs qui ne sont pas utilisés et celles qui sont utilisées, et tu ne gardes que celles qui sont utilisées. Tu vas diviser par 2 la taille de ton livrable. Déjà en stockage tu vas gagner de la place, en démarrage tu vas gagner de la place, tu vas énormément économiser en termes énergétiques, par exemple, si on se base sur la partie énergétique. Après, sur le reste, c'est ce qu'on disait, c'est quand même vachement personnel, cette notion d'éthique et de sens. Même en termes d'algo, on peut optimiser son code pour qu'il consomme moins. Bien sûr. Si on a besoin de tester une valeur entre un if et un switch, il me semble que le switch est un peu plus optimisé, et donc consommera moins. Voilà, il y a plein de petites astuces qu'on peut faire. Le ternaire, c'est la vie. Ouais, voilà, il y a des choses comme ça. D'autres remarques? Mais encore une fois, ni Benjamin ni moi, on a la science infuse. On n'est pas là pour vous dire voilà ce qu'il faut faire. On n'a pas fait d'études poussées dans le machin, en truc. Enfin, voilà, c'est vraiment un retour d'expérience et ce que nous on a pu voir, ce qu'on a pu mettre en place, ce qu'on a pu voir, des solutions qui ont pu être mises en place dans certains domaines et dans certains cadres particuliers. Voilà. Après, c'est plus, l'idée, c'est de se poser la question au jour le jour. Est-ce qu'aujourd'hui, pour moi, ce que je fais, quand je me lève le matin et je vais au travail, est-ce que ce que je fais, je considère que ça a du sens et que ça a une utilité? Et est-ce que c'est important pour moi que ça en ait? Voilà. C'est pour ça, c'est très personnel, ces réflexions-là. On vous a donné des exemples, des pistes. Maintenant, votre destin est entre vos mains. Voilà. Merci. À tout à l'heure.